Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Aujourd'hui, on explore les produits sauvages qu'on peut utiliser en cuisine parce qu'il y en a tellement au Québec et ils sont vraiment méconnus. Je pense entre autres au sirop de bouleau, au cœur de quenouille, au bouton de marguerite qu'on connaît très peu. Mais là, je dois axer sur certains en particulier parce que malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Donc, j'ai choisi les algues et les champignons pour aujourd'hui parce que oui, ils sont intéressants à utiliser en cuisine, mais surtout parce qu'ils ont des bénéfices nutritifs exceptionnels. Et je débute tout de suite avec les algues, parce que ce sont un peu des mal-aimés. On en a peur, on les connaît très peu, et pourtant, au niveau nutritif, elles sont extraordinaires et surtout, on les utilise depuis des milliers d'années. On les utilisait entre autres en Asie et en Égypte ancienne il y a très très longtemps. Au niveau nutritif, les algues contiennent beaucoup de fibres, 20 à 30 de protéines, et là, c'est des protéines complètes. Donc, elles contiennent les 8 acides aminés dont on a besoin dans notre alimentation. Et au niveau des gras, les algues contiennent seulement 3 de gras et ce sont des gras insaturés, donc des gras qui sont bons pour nous. Au niveau minéraux, hyper intéressant, les algues contiennent du calcium, du potassium, du phosphore et beaucoup de magnésium dont je vous parle souvent, qui est excellent pour le système nerveux, notre humeur. Si on prend 10 grammes d'algues, on va avoir 20 fois plus de magnésium que dans un petit carré de chocolat noir, qui est considéré comme une excellente source de magnésium en général. Donc, à retenir, au niveau nutritif, les algues, super alliés. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur les propriétés antioxydantes et anti-cancer des algues. Entre autres, on a découvert que certaines molécules contenues dans les algues pourraient être aussi fortes ou même plus fortes que certains types de chimiothérapie. Donc ça, c'est une super belle avenue pour la recherche anti-cancer. Petit bémol, les algues contiennent beaucoup d'iode. On a besoin d'iode, mais par contre, si vous avez des problèmes de thyroïde, vérifiez avec votre médecin. Si la consommation d'aliments avec une forte teneur en iode est un problème, évidemment, si vous avez une allergie aux fruits de mer à l'iode, faites attention à ça. Et les enfants, les femmes enceintes, on conseille d'éviter de consommer des algues, surtout les algues brunes, plus d'une fois par semaine. Mais normalement, lorsqu'on consomme des algues, c'est en petite quantité. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas de contre-indication, ça ne devrait pas être un problème. Au niveau gustatif, ce qui est intéressant avec les algues, c'est qu'elles contiennent la fameuse 5e saveur, le umami. Le umami, on le retrouve dans les aliments transformés souvent, mais c'est à cause du glutamate monosodique. Avec les algues, on a un glutamate qui est naturel. Et la fonction du glutamate, c'est de rehausser la saveur des autres aliments. Donc, en saupoudrant des algues séchées un peu partout, on vient vraiment rehausser la saveur de nos plats. Donc, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Au Québec, on a de plus en plus de cueilleurs d'algues professionnels et d'entreprises qui font la culture. Et ce qui est bien, c'est que nos cours d'eau sont beaucoup moins pollués qu'en Asie. Donc, si on compare nos produits avec les algues produites en Chine ou au Japon, par exemple, il y a une bonne différence au niveau des pesticides. Et même si les algues proviennent de l'eau, on n'a pas d'inquiétude à avoir au niveau des métaux lourds puisque les algues sont très peu grasses, 3 comme je disais tout à l'heure, et les métaux lourds s'accumulent beaucoup dans les gras. On peut penser entre autres au thon, au saumon, qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire et qui accumulent les toxines, les métaux lourds dans leur gras. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là avec les algues. Dans l'Est du Canada, on retrouve quand même plus de 200 espèces d'algues. On a des algues rouges, brunes et vertes. Ce sont les 3 grandes catégories. Et au Québec, c'est la laminaire sucrée ou la kombu qu'on retrouve le plus souvent. Ça ressemble à une grande feuille de lasagne. Et au niveau culture, c'est vraiment en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent que ça se passe. Je veux vous nommer absolument quelques entreprises. Vous pouvez aller consulter leur site Internet. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter les produits en ligne avec plusieurs d'entre elles. Et il y a des recettes qui utilisent les algues, donc ça, c'est intéressant.
Je vous nomme Varechphare, Symbiosis, Salaweg et Océan de saveurs, très beau nom. Et si vous êtes à Montréal, je prends la peine de vous nommer la poissonnerie La Mer à Montréal parce que c'est un des seuls endroits au Québec où on peut retrouver des algues fraîches. Donc, si vous voulez cuisiner avec des algues fraîches, c'est un des endroits à aller. La façon la plus facile d'utiliser les algues, ça reste la forme séchée. Elles vont se conserver très longtemps dans un contenant hermétique à l'abri de l'humidité surtout et de la lumière. Et donc, on a juste à les réhydrater lorsqu'on est prêt à les utiliser, un peu comme on le ferait avec des champignons séchés. Donc, on met de l'eau chaude. Avec les algues, c'est une quinzaine de minutes. Avec les champignons, c'est plus une demi-heure. Et une fois que c'est fait, on peut utiliser l'eau de trempage dans notre recette. Donc, contrairement aux légumineuses où on jette l'eau, là, on peut l'utiliser. À noter que ça va vous prendre une quantité un peu moindre d'algues parce qu'en gonflant, elles vont prendre plus de place et elles sont pré-cuites. Le processus de séchage va les pré-cuire, donc vous n'avez pas à les recuire. Je prends quand même 2 petites minutes pour vous parler des champignons. Parce qu'il y a quand même 14 000 variétés de champignons sur la Terre, dont 3 000 sont comestibles. Et comme les algues, ils contiennent beaucoup de minéraux, mais ce qui est exceptionnel avec les champignons, c'est leur vertu pour le système immunitaire. Et là, puisqu'on parle de champignons, je vous amène vers les lectures que je veux vous proposer avec le thème d'aujourd'hui. La première, c'est Champignons comestibles de la forêt boréale de Roger Larivière, qui est un biologiste. Moi, j'ai découvert la cueillette de champignons à l'étranger, en Finlande. Je suis un peu cordonnier mal chaussé parce qu'on peut faire de la très belle cueillette ici. Et donc, lorsqu'on a un guide comme ça, là, on est vraiment bien équipé, très bien illustré. On parle des descriptions là, complètes, le chapeau, les lames, la grandeur, la hauteur là, de chacun des champignons, la comestibilité. Donc, pour vous initier à la cueillette, super beau guide. La prochaine proposition de livre, c'est un livre en lien avec une expérience culinaire extraordinaire que j'ai vécue à Québec, chez Boulay, qui est un bistrot boréal. Et donc, c'est le livre qui a été créé par Jean-Luc Boulay et Arnaud Michaud. Ça s'appelle « Le garde-manger boréal ». Et là, le livre est magnifique, mais je tiens à vous mentionner que les recettes sont relativement simples, dans le sens où elles sont quand même chics, mais ne sont pas complexes. Donc, on peut se lancer dans de la belle gastronomie quand on reçoit, sans nécessairement être dans quelque chose de très complexe et d'épeurant, là, même si on ne cuisine pas beaucoup. Donc, je vous mentionne, là, on utilise les morilles, les asperges, les pétoncles, le céleri rave. On utilise les algues et les champignons, entre autres. Donc, super belle suggestion, là, et très beau livre. Pour un cadeau aussi, là, ça serait une très belle suggestion. Dernière suggestion, en lien avec les algues dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est le livre « Algues, saveurs marines à cuisiner » aux éditions La Plage. Livre très intéressant parce que c'est une porte d'entrée si on veut débuter la cuisine avec les algues qu'on ne connaît pas beaucoup. Et donc, très, très simple, peu d'ingrédients, des belles recettes, oui, des plateaux de sushi avec les fameux nori, mais un peu de tout, là, des pommes de terre farcies, des wok, des sautés, des salades, des soupes. Et on a vraiment une belle description au début là, de chaque type d'algues, wakame, aramé. Les aramés, moi, je les aime beaucoup en salade, entre autres. Donc, on parle du look, de à quoi chaque algue ressemble, d'où elles viennent, le goût, comment l'utiliser. Et on parle aussi du temps de trempage. Là. Donc, vraiment, ça couvre tout pour les novices en matière d'algues. On poursuit avec un reportage relié au thème du jour. Aujourd'hui, je me trouve à Grande-Pile et je m'en vais découvrir tout un monde de saveurs avec Francis Fournier, le fondateur de l'entreprise Forêt et Goûter, qui nous offre une super belle gamme de produits forestiers comestibles. Francis, merci de nous recevoir dans ton décor boréal. Avec plaisir, merci. J'aimerais tout d'abord que tu m'expliques comment a été créée l'entreprise Forêt Goûter, parce que tu es le fondateur. Oui, bien, Forêt Goûter, nous autres, je suis technicien forestier. Mon père est entrepreneur forestier. Puis suite à la crise économique de 2008-2010, dans ces années-là, bien, on s'est retrouvés au chômage puis plus de travail en forêt. Fait que on a transformé ce qui était un peu une passion, un hobby pour nous autres les fins de semaine en entreprise. Puis depuis 2012, bien, Forêt Goûter était incorporée, puis on a développé une gamme de plus de 60 produits de la forêt. Et là, tu vends, oui, des champignons, mais il y a tout plein d'autres produits. C'est une gamme très large. Ah oui, on fait plus de 60 produits, comme je disais. On a des champignons, bien sûr, les épices, les tisanes. On a des capotés de produits comme le lactaire à odeur d'érable, que lui, c'est un champignon qui goûte l'érable. On va avoir les thés de labrador, bien sûr, en tisane, c'est un classique.
très plus antioxydant, c'est pas bon pour le sommeil, ces choses-là. Au niveau des épices, on a même du poivre dans nos forêts au Québec. Là. C'est vraiment varié. Là. On a vraiment plein de produits ici au Québec. C'est ce que je trouve intéressant, entre autres, avec votre entreprise. On redécouvre notre forêt. Moi, j'ai vu toutes sortes de noms d'herbes, de fleurs que je ne connaissais pas. Et tu t'en parles, il y a des propriétés, des vertus. Oui, c'est ça, c'est sûr. Chaque autres. plante va avoir leurs propriétés. En plus, des goûts, des saveurs, des textures totalement spéciales à chacune. Absolument. Puis là, vous avez une nouveauté un peu particulière, entre autres, des pâtes. On les voit ici. Oui, là. oui. Oui, c'est ça. On est rendu qu'on fait des pâtes avec des champignons sauvages. On en a aux champignons crabes, on en a au bolet. On en fait aussi au sapin. Puis on en fait aussi au poivre d'Aune. C'est une des recettes qu'on a développées là, depuis l'année dernière qu'on travaille là-dessus. Puis là, on a commencé à les mettre en marché là, depuis cet hiver. Et lorsque vous cueillez, où est-ce que vous allez en Mauricie? C'est quoi votre territoire? Nous autres, on cueille principalement dans le secteur Wendigo, en haut de la Tuque. OK. En montant vers le réservoir Gouin. On est à peu près une centaine de kilomètres de la Tuque, où est-ce qu'on est campé. Puis on peut aller jusqu'à près de 200 km de la ville de la Tuque là, pour cueillir. En pleine forêt boréale, c'est sauvage, on est loin de toute pollution. Les chemins sont même pas ouverts l'hiver, fait que ça donne une idée. Fait que c'est vraiment un territoire qui est pur, qui est pas affecté par que ce soit les engrais chimiques ou ben non, l'épandage de sel. Fait que tu sais, on peut boire l'eau des rivières là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on va dans ces régions-là pour cueillir tous nos produits. Puis toi et ton père, donc vous aviez commencé, c'était une passion pour vous dès le plus jeune âge dans ton cas? Oui, c'est ça. Ben, nous autres, on allait à la pêche, on se ramenait des plantes du bord de la rivière pour faire cuire notre truite. Là, ça a tout été comme ça un peu dans la famille chez nous. Puis là, ben, avec les années, ben, on a redécouvert ces produits-là puis on les a remis en marché. Dis-moi, Francis, est-ce que c'est compliqué de trouver des champignons en forêt pour les néophytes comme moi? Là, je me demande si je vais faire une randonnée. Oui, ben, c'est pas évident en partant. C'est sûr que ce qui est très important, c'est d'être capable de reconnaître les zones forestières. Parce qu'on ne trouvera pas les mêmes produits dans une forêt d'épinette noire que dans une forêt de pin gris ou ben non, dans l'épinette blanche, par exemple. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de reconnaître les zones écoforestières. Puis, ça dépend. Là. Après, de là, c'est pas parce que le territoire est propice qu'il y a des champignons ou des autres plantes. Et donc, au niveau de la production, est-ce qu'il y a un poids précis que vous recueillez à chaque année? Au niveau des champignons, ça va varier d'une saison à l'autre, parce que avec variation de température, c'est trop chaud, trop froid, trop humide, trop sec. Fait que les champignons, c'est un peu plus touché. Mais on récolte bon an, mal an avec les champignons. On joue entre 3500 et 5000 kilos frais. Ah, quand même. Oui. Donc, un sac comme ça, est-ce que vous cueillez ça en une journée l'été, en 2 jours? Oui, c'est ça. Ça, un sac de même, oui, ça se cueille facilement par jour, par quelle heure. Quand même. Ouais. Et ça, c'est quelle variété? Ça, c'est de l'armillaire ventru. Toi, ça serait laquelle ta variété préférée, celle que tu utilises le plus à la maison? C'est sûr que le lactaire odeur d'érable est assez spécial. Là, en dessert, ces choses-là, c'est un champignon qui goûte l'érable. Sinon, mon préféré, c'est le matsutake, que lui, ben, on est en rupture de stock, évidemment. Là. C'est un des champignons qui est les plus rares. Puis c'est un champignon qui est très, très relevé, très goûteux. Avec tout ce qui est gibier, viande rouge, c'est vraiment un champignon qui est incroyable. En cuisine asiatique également, c'est super bon comme champignon. Très relevé. Celui-là, quand je le mets en marché, vroom! Il part tout de suite. Oh, il est parti. Et puis, si les gens veulent se procurer vos produits, c'est quoi les différentes façons là, de vous rejoindre? Le plus simple, c'est par Internet, sur notre site internet forêtgoûter.com. Vous pouvez aller sous l'onglet détaillant pour trouver tous nos points de vente dans la province. Sinon, acheter en ligne et on livre par la poste, c'est pas compliqué. Je te remercie beaucoup, Francis. Avec plaisir, merci. Et c'est parti pour notre recette du jour, qui est un pain de boréal de style bannique. Je ne sais pas si vous connaissez la bannique, qui est un pain de style autochtone. Dans la culture autochtone, on voit différentes recettes de bannique. Parfois, c'est plus du côté salé, parfois du côté sucré. Moi, je l'ai découvert au Labrador. J'étais en stage pendant ma maîtrise en environnement dans la communauté autochtone de Chiadjit, communauté Innu. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On m'a amené à la pêche et lorsqu'on a pêché un saumon frais, on l'a cuit sur le feu et là, on m'a fait une bannique traditionnelle. Alors là, on trempait notre bannique dans le gras du saumon qu'on venait de faire cuire. C'était vraiment délicieux. Je ne vous mentirai pas, j'ai jamais réussi à reproduire la bannique comme je l'ai goûté là-bas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une inspiration assez lointaine, mais on a une petite inspiration, une petite pensée pour la communauté de Chiadjit. Dans ma bannique, dans mon pain boréal, je vais mettre des champignons. Et là, je voulais vous montrer quelques champignons. Ici, j'ai le champignon crabe et le bolet, qui sont 2 champignons que j'ai réhydratés. Je vais vous les montrer tout à l'heure et qui vont être dans notre pain. Le champignon crabe, il est très parfumé. Moi, je l'aime beaucoup dans les pâtes à l'automne, à l'hiver. Le bolet, je voulais vous parler des propriétés. Là. Le bolet a beaucoup de vitamine B.
Tous les champignons en général ont beaucoup de vitamines du spectrum B qui sont excellentes pour le système nerveux, le cerveau et tout particulièrement de la vitamine B3. La B3, selon certaines recherches, on dit que ça pourrait prévenir ou même ralentir l'évolution de l'Alzheimer. Donc à retenir. Et là, je vous montre aussi mes fameux shiitakes. Ici, ils sont frais. J'adore les shiitakes. Quand je sens que je vais être malade, là, que je vais avoir un rhume ou une grippe, j'utilise toujours des shiitakes dans un petit bouillon. Hyper intéressant pour le système immunitaire à retenir. D'ailleurs, pour le système immunitaire, je vous mentionne le chaga qu'on retrouve souvent dans les magasins d'herbes et d'épices. Il est en poudre, excellent pour le système immunitaire. Et le reishi aussi. Le reishi, on le trouve en racine, encore une fois, dans les magasins d'aliments naturels souvent. Il a un effet apaisant et un effet tonique sur le système nerveux. Donc, des petits champignons à retenir pour notre santé. Alors, je tasse mes champignons séchés. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mes champignons réhydratés. Comme je disais tout à l'heure, là, les algues, 15 minutes, ça va être suffisant. Pour les champignons, moi, j'aime y aller plus avec une demi-heure pour les réhydrater. Donc là, j'avais mes champignons séchés. J'ai mis de l'eau chaude ou bouillante, comme vous voulez, et là, je les ai réhydratés. Donc, ils sont bien hydratés, et là, on voit justement, là, ils ont gagné en volume. Donc, vous allez avoir toutes les quantités, comme d'habitude, là, pour la recette sur le site Internet de ma TV et ma page Facebook. Mais ce que je veux mentionner, c'est que je garde l'eau de trempage. J'en parlais tout à l'heure, on peut l'utiliser pour aromatiser notre recette. Ça va être le cas aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais tout de suite égoutter mes champignons, mais je vais garder le liquide. Là, c'est approximatif. Là. Moi, je voulais me garder à peu près une demi-tasse de liquide et vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Donc, je vais garder mes champignons et mon liquide pour l'instant. Et là, on va se lancer. Donc, moi, j'ai bien lavé mes mains. Je vous conseille d'en faire de même. Je vais enlever mes bagues. On va se salir un petit peu aujourd'hui pour notre pain. Première étape, très importante si vous voulez réussir à démouler votre pain, c'est de bien mouler votre moule. Et là, vous pouvez prendre un moule à gâteau. Moi, c'est ce que je prends. C'est l'avantage d'un pain de ce type-là, même si vous n'avez pas de machine à pain, que vous n'êtes pas habitué de faire du pain, que ça vous fait peur un peu, super belle recette pour les novices. Donc là, je vais tout simplement, avec un pinceau, venir huiler mon moule pour que ça se démoule bien. Sinon, mon petit truc que je peux vous donner, moi, si jamais ça colle, là, pour démouler, surtout quand on a un moule qu'on ne veut pas graffiner avec du métal, vous pouvez prendre une spatule. On prend le bord de la spatule, là, une fois que le pain est bien cuit, on vient chercher en dessous, donc ça décolle sans trop abîmer le pain et sans abîmer notre moule. Donc, notre moule est prêt. Je vais le tasser pour l'instant. Et là, c'est très, très simple. Prenez-vous un grand bol à mélanger. On se lave bien les mains, comme je disais. Et au niveau des farines, là, notre farine de base, c'est un 5 tasses. Vous pouvez utiliser que de la farine blanche. Vous me connaissez, moi, j'aime ça utiliser des grains entiers. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait, pour pas que le pain soit trop intense au niveau du goût avec les grains entiers, j'ai fait un mélange. J'ai mis 2 tasses de farine blanche non raffinée. J'ai mis 2 tasses de blé entier et 1 tasse d'épeautre. Donc, petit mélange. Vous pourriez y aller avec des farines sans gluten, si vous voulez cuisiner sans gluten, et je fais du dégât, comme toujours. Un peu de farine un peu partout. Donc, on a 5 tasses de farine comme ça, et je veux un 3/4 de tasse de farine de maïs. Donc, je l'ai ici. Celle-là, je ne vous conseille pas de la changer nécessairement. De toute façon, si vous cuisinez sans gluten, le maïs est une farine sans gluten, donc ça va de ce côté-là. J'ai 5 cuillères à thé de poudre à pâte, c'est quand même beaucoup. On veut que ça lève. Et moi, j'aime bien tout de suite mélanger un petit peu. Je vais mélanger avec ma main tout simplement, là. J'aime bien mélanger rapidement quand je mets ma poudre à pâte pour l'activer immédiatement. Là, je ne vous mentirai pas. Moi, d'habitude aussi, les pains, je les fais dans mon Thermomix parce que j'ai l'appareil exprès. Là, on remplace la lame par une espèce de couteau qui est fait pour le pain. Mais là, évidemment, je veux vous montrer comment je la fais à la main. On va mettre du sel. Là, je vais mettre un bon 2 cuillères à thé. J'en mets quand même une bonne quantité. Le sel, là, quand on cuisine, n'ayez pas peur, c'est ce qui va donner du goût. Le problème avec le sel, c'est dans les produits transformés. Dans les aliments tout préparés, là, les mets préparés qu'on achète, là, on a beaucoup de sel, de sucre, de gras souvent. C'est là qu'il faut faire attention au sel. Quand on cuisine à la maison avec des ingrédients comme aujourd'hui qui contiennent aucun sel ou c'est des sels minéraux naturels, n'ayez pas peur de mettre du sel dans votre recette, c'est ça qui va donner du goût. Souvent, quand les gens vont me dire « j'ai essayé une recette végétarienne, une nouvelle recette plus santé et ça manquait de goût », c'est qu'on n'a pas mis de sel, on n'a pas mis de citron, d'herbe, d'épices, donc gênez-vous pas de ce côté-là. Pour les liquides, là, on a nos ingrédients secs. On va mettre de l'eau. J'ai 2 tasses d'eau ici et
là, je vais venir compléter parce que j'ai besoin de 2 tasses et demie de liquide. Donc, je vais venir compléter avec ma petite demi-tasse. Là, elle est peut-être grosse. Je vais en mettre un petit peu moins. Ma demi-tasse de mon eau de trempage des champignons. J'ai de l'huile. Aujourd'hui, j'utilise de l'huile d'avocat parce que l'huile d'olive, ça serait peut-être un peu intense au niveau du goût, mais vous pourriez l'essayer aussi, prendre une huile d'olive qui est quand même légère au niveau du goût. Et là, moi, j'aime amener un peu de sucré avec mon salé. Donc, aujourd'hui, j'utilise un peu de miel. Là, je vais tricher, je n'ai pas de cuillère, donc je vais prendre mon petit pinceau pour venir chercher mon miel. Là, je vous avertis, vous allez être gommé quand vous allez mélanger avec les mains, mais ça vaut la peine. Donc, je vais mettre un peu de miel. Et le miel, même moi, là, vous allez voir tout à l'heure à la présentation, on va en remettre. On va badigeonner notre pain. Mon pinceau, je vous l'annonce, va être prêt pour badigeonner. Donc, j'ai ces ingrédients-là, mais là, je veux absolument ajouter mes champignons. Et là, je vais mettre des herbes aussi. Aujourd'hui, je vais mettre de la ciboulette. Vous pourriez mettre de l'oignon. Vous pourriez vous couper tout petit, là, des bouts d'oignon, des échalotes françaises, de l'oignon rouge, peu importe. Vous pourriez mettre de l'ail aussi, hein, ça serait super bon. Évidemment, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez faire ce pain-là en version sucrée, vous pourriez remplacer une portion de la farine par du sucre. C'est sûr que on essaie de rester santé aujourd'hui, donc on est allé avec du miel, mais vous pourriez le faire du côté sucré, là, mettre des raisins secs, des pépites de chocolat à la limite, en faire une version dessert. Donc, moi, je me mets un peu de ciboulette. Et là, je vais hacher grossièrement mes champignons qui ont été réhydratés. Vous pourriez mettre plus de champignons aussi. Hein. Vous voyez, là, j'ai été un peu chiche parce que j'adore les champignons. J'aurais pu en mettre un peu plus. Ça, là, c'est un sac de 14 grammes que j'ai réhydraté, donc ça vous donne une idée. Et moi, j'aime ça quand ça goûte quand même, donc je vais me laisser des gros morceaux. Au niveau de la texture, là, j'aime bien quand on sent bien le champignon sous la dent. Et là, j'ai de la petite fleur de sel pas loin. Je vais attendre, je vais la mettre à la toute fin quand ma pâte va être bien faite, bien préparée et que je vais la mettre dans mon moule. Là. Et là, je vous conseille vraiment de mettre tous vos ingrédients dans votre bol avant de mélanger parce qu'après, vous allez être toute sale. Vous allez avoir les mains toutes sales. Donc, je mélange. Et là, inquiétez-vous pas au début, ça va avoir l'air particulièrement liquide, mais rapidement, à mesure que vous mélangez, la pâte va prendre une belle texture. Et là, puisque j'ai des farines avec gluten, je ne m'inquiète pas trop au niveau du brassage, du mélange. Si vous utilisez des farines sans gluten, si vous êtes habitué de cuisiner sans gluten, vous savez peut-être, si on mélange trop, c'est là que ça devient un petit peu caoutchouteux, un petit peu plus élastique, la texture est moins intéressante. Donc, faites attention à ce niveau-là. Si vous cuisinez seulement sans gluten, pour la première fois, là, aussi, vérifiez le temps de cuisson va être peut-être différent. Vérifiez que le pain ne brûle pas, qu'il cuit adéquatement. Vous allez voir, ça gonfle beaucoup. Ça vient très, très beau. Donc, vous voyez, là, moi, ça s'en vient bien. Donc, je m'assure que toute ma farine, dans le fond, est bien incorporée. Et ça sent bon. Mes champignons réhydratés, là, ça sent super bon. Ça sent la forêt. Donc, là, je ne me casse pas la tête. Moi, c'est pas très chic, là, mais je vais carrément venir vider avec mes mains ma pâte. C'est aussi simple que ça. Tant que votre moule est bien huilé, là, vous allez voir, ça ne collera pas. Et là, ce que je vais faire au besoin, après avoir fait ça, je vais venir me nettoyer les mains et avec une spatule, aller chercher ce qui reste dans mon moule. Et comme je vous disais, là, vous ne le verrez pas parce que je vais aller me laver les mains, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de fleur de sel sur le dessus, juste avant d'enfourner, pour donner un petit craquant aussi. Donc, mon four est à 350, on va aller mettre ça au four 45 minutes. Encore là, surveillez-le si vous êtes dans le sans gluten, juste pour vous assurer que ça cuit bien. Je vous reviens avec un résultat intéressant et plus propre. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors voilà notre résultat final, notre pain boréal. Comme je vous disais, j'aime bien avoir le côté sucré et salé ensemble. Donc là, je viens badigeonner avec du miel, même s'il y en a déjà dans ma recette originale. Et je vais venir ajouter après un petit peu de ma fleur de sel, comme je disais tout à l'heure. Donc, et il n'est pas très fragile, ce pain-là. Donc, c'est un avantage là, si vous voulez l'amener à un souper, si vous voulez le servir. Et
le promener, donc le déplacer, il n'y a pas de problème, il ne sera pas très fragile, il n'aura pas tendance à craquer trop facilement. D'ailleurs, je vous le mentionne, ça reste un pain qui est quand même intense au niveau du goût. Le manger comme ça, moins évident, moi je vous suggère vraiment là, de l'utiliser en accompagnement. Donc justement, si vous avez une viande, un poisson, je vous disais tout à l'heure, moi je l'ai mangé avec du saumon, c'est intéressant là, de pouvoir le tremper si vous avez une sauce. Et voilà. Donc, on a notre résultat final. Et là, puisqu'on est dans le thème boréal, j'ai pensé vous faire un petit cocktail sans alcool qu'on peut appeler aussi mocktail. C'est notre réalisateur Yves qui m'a donné cette idée-là quand on pensait à notre nouvelle saison. Et j'ai adoré l'idée parce que c'est de plus en plus populaire, hein, les cocktails sans alcool. Et donc, je vais tasser mon pain banique ici. C'est très simple. Vous allez avoir la recette sur le site Internet de ma TV. Je ne voulais pas faire le sirop au complet là, avec vous, mais je vous nomme là, ce que j'ai mis à l'intérieur. Je me suis fait un sirop avec de l'eau, du thé du Labrador. Je vais vous montrer nos feuilles de thé du Labrador. Et là, vous voyez les belles feuilles. Thé du Labrador, un autre beau produit que j'ai découvert pendant que j'étais au Labrador, à Chiadjit. Et donc, on fait infuser. Moi, j'ai fait infuser 20 minutes là, avec de l'eau, une tasse de bleuet. On est dans le boréal toujours. Un peu de gingembre et du sirop d'érable. Si vous avez du fameux sirop de bouleau, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, j'ai fait bouillir ça pendant 20 minutes. Je me suis fait un beau sirop. Et là, je vais prendre ma petite mesure ici. Je fais une partie de sirop pour environ 3 parties, de soda tonique. Donc là, il va m'en manquer un petit peu, mais mon verre est petit. Donc, il va être un petit peu plus sucré. Et je garnis d'une feuille de romarin. Et là, je la frotte un petit peu avant. J'active les huiles essentielles là, dans mes herbes et je vous garantis, la feuille de romarin va faire une grosse différence. Vous pourriez mettre du gin aussi. Le fameux gin Ungava fait ici au Québec. Délicieux dans ce cocktail-là. Donc là, on l'aura en cocktail au lieu de la version mocktail. La semaine prochaine, c'est notre spécial famille. Donc, on va partager, entre autres, avec vous des trucs pour faire manger les légumes à vos enfants et on va se faire des super belles aubergines farcies. Donc, passez une excellente semaine et mangez santé! Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA d'Eschenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.